Mais 500 OK, non? Qu'est-ce qu'il en pense, le journaliste français? Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Au sommaire ce soir, mieux que Super Mario, Super Makoto. Son film réalisé comme un jeu vidéo rend dingo. Plus de prank que de mal, c'est l'art de piéger son prochain. Et enfin, danser sans plancher est à sa portée. J'aime bien. Andiamo. Bienvenue à Amsterdam en plein été. Ça, c'est l'ancienne Bunga House. J'y allais en tant qu'étudiant à l'époque, mais la ville d'Amsterdam a décidé de la vendre. Ici aussi, c'était un club de dingue. Et tout ce qu'il y a au-dessus, tu peux voir que c'est très moderne. Ça n'y était pas. Ça, c'était une librairie tenue par un type que je connaissais, un genre de peintre beatnik, un vieux monsieur grincheux. Il était très drôle. Il t'attrapait, te servait un cognac dans l'après-midi, faisait tourner un joint. Ces endroits n'existent plus. C'était juste là et maintenant, c'est un salon de tatouage super cher. Et regarde, il y a encore de la peinture sur le panneau là-bas. Ça pourrait bien être les restes d'une évacuation. Pour Daniel et Niels, Amsterdam file un mauvais coton. Les clubs et les squats qui ont fait la réputation de la ville sont petit à petit rayés de la carte à coups d'évacuations musclées, comme celle de 2015 en vue de transformer la fac de sciences humaines en hôtel de luxe. De quoi faire de la capitale des Pays-Bas une cité en carton-pâte. Il y a cette image d'Amsterdam qu'on dépeint à travers le monde comme la capitale de la fête et de la dope, un genre de Far West. Mais en fait, ceux qui viennent ici consomment, mais ne s'impliquent pas du tout. Rejeton de bonne famille tombé à dos dans la techno, Niels est DJ et organise depuis 7 ans la marche ADEV, acronyme d'Amsterdam Danse pour quelque chose. Waar kan de gewone Amsterdammer tegenwoordig nog zijn ei kwijt? Zonder daar een verdienmodel tegenover te stellen. Laten wij nu het hek van de Dam halen en de vrijruimte openbreken. Le rassemblement dénonce la marchandisation de la culture électro et revendique le droit de faire la fête sans avoir à sortir sa carte bleue. Laten we nu de vrijruimte weer openbreken. Utiliser la culture pour faire passer en douce de juteux projets immobiliers, c'est un refrain qui se fredonne aussi au Brésil. À Sao Paulo, la résistance s'organise avec à sa tête le collectif électro-queer Teto Preto, Plafond Noir, et son danseur Loïc Kutana. Tourné pendant une manifestation, ce clip est écrit par la chanteuse Laura Dias, à sa sortie de garde à vue en 2011, après avoir été arrêtée pour l'occupation de l'université de Sao Paulo. C'est pas marrant de se faire arrêter. Franchement, je me sens un peu naze de m'être fait choper. C'est pas une bonne chose pour une militante. C'est chiant, genre, ah, tu t'es fait serrer, maintenant tu peux plus rien faire pendant un moment. Mais j'étais avec mes amis et je sais pas comment les flics ont trouvé mon adresse. Et la première chose que j'ai faite avant d'appeler mon avocat, ça a été de prévenir les médias. Dès 2013, Laura organise des fêtes dans les bâtiments publics inoccupés de Sao Paulo, la 5e plus grosse agglomération au monde. Dans sa ligne de mire, le projet immobilier Novalos, qui veut nettoyer ce quartier surnommé Cracolandia. Pour récupérer les bâtiments, les investisseurs mettent en avant des arguments culturels, comme la transformation de cette ancienne gare en une très chic salle de concert. Pour Laura, tout ça, c'est du bidon. Évidemment, le fascisme essaiera toujours d'utiliser la culture. Parce que Goebbels le savait bien, la culture et l'image, c'est très important. On est là, sur ce champ de bataille, parce qu'on s'exprime par la poésie et eux par la violence. Moi, je veux utiliser leur violence comme le moteur de ma poésie. Laura Dias est née en 89 à Bella Vista, quartier italien et de classe moyenne de Sao Paulo. Sa mère est professeure d'histoire, son père ingénieur en bâtiment.
Après des études de cinéma, elle se lance dans l'activisme et crée son personnage de carne et osso, chair et os, figure de proue de Teto Preto. Non sans ironie, c'est à la très guindée Lafayette Anticipation, une fondation d'une grande entreprise de mode basée à Paris, que Laura et son quintet sont invités en janvier dernier. Sur scène, aux côtés de Carne et Osso, on retrouve Loïc Koutana, élevé entre Créteil et la Côte d'Ivoire, repéré par Laura lors de son échange universitaire au Brésil, alors qu'il étudiait le commerce international. Mais dis-nous, Laura, pourquoi tu chantes à poil? Je sais que d'où je viens, je suis considérée comme un morceau de viande. Et je veux pas faire comme si c'était pas le cas. J'ai plutôt envie de puiser dans cette oppression pour créer quelque chose de nouveau et me sentir puissante grâce à mon corps. Si tu veux savoir pourquoi je joue à poil, pourquoi tu vas voir mes seins tomber jusqu'au sol au cours de ma vie, c'est parce que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est exactement de ça que je veux parler. Alors voilà, mes seins sont OK, non? Qu'est-ce qu'il en pense, le journaliste français? Si la culture techno est née dans la gadoue, elle pourrait être aujourd'hui cotée en bourse. L'ADE est le plus gros festival d'électro au monde, attirant chaque année à Amsterdam plus de 400 000 easy jet-setters et professionnels. Une gigantesque partie qui a complètement oublié d'être free. Pourquoi tu fais une free party? Si tu ne le fais pas pour l'argent, c'est que tu as d'autres motivations. Et ces motivations, quand on creuse, sont en général très intéressantes. Et en plus de ça, c'est plus inclusif. Tu as dû en entendre parler, mais une fois que tu as trouvé la free party, tu ne vas pas te faire refouler. Alors que dans un club, il y a une guest list, un filtrage à l'entrée. Et il y a aussi un sentiment de liberté qui te fait te dire « on va profiter de cet espace et après on va le nettoyer. Le monde est à nous ». En capitalisant sur la culture et la contre-culture, la municipalité est parvenue à redorer l'image d'Amsterdam pour mieux la vendre aux touristes, quitte à en foutre dehors ses habitants. Derrière ce tour de passe-passe, le prophète du marketing urbain Richard Florida, intervenu à Amsterdam en 2003 pour la modique somme de 50 000 $ la journée. Grâce à sa théorie de la classe créative, l'Américain en manche courte croit avoir la solution pour redynamiser les villes occidentales. Florida a même inventé le Bohemian Index ou le Gay Index, qui comptabilise le nombre d'artistes ou d'homos au mètre carré, censé rendre attractif un quartier. Florida essaime ses idées à New York, Berlin ou Paris, en compagnie de sa femme Rana, PDG de la boîte. Alors Niels, la ville créative, c'est du pipeau? Je ne sais pas si c'est des conneries. C'est une belle histoire et ça embobine plein de gens. C'est juste qu'elle ne marche pas pour nous, et plus généralement pour tous les créatifs, ou ceux qui n'ont pas un très bon business model. Je ne crois pas que créativité et stratégie commerciale fassent bon ménage. Inspiré par Florida et compagnie, Amsterdam a mis en place des incubateurs d'artistes sponsorisés pour attirer les hipsters. Les entrepôts de l'ancien chantier naval NDSM accueillent désormais de lucratifs festivals électro et les grues sont aménagées en hôtels. So fric! En 2018, l'ADM, un squat légendaire à l'ouest de la ville, a été déménagé de force dans cette ancienne station d'épuration d'eau de la rive nord. La municipalité, qui avait promis à la petite communauté de trouver une solution durable, semble aujourd'hui surtout pressée de les déloger. Installé à l'ADM, le DJ originaire de Manchester, F10, voit la culture des squats d'Amsterdam réduire comme peau de chagrin.
Que ce soit du hip-hop underground, un genre obscur de théâtre, il y aura toujours une personne quelque part qui va essayer de se faire de l'argent avec. NDSM est pour tout le monde le meilleur exemple de ça. Une fois que les hipsters ont mis la main dessus, la mairie a compris qu'il y avait des tonnes de fric à se faire. Alors ils se sont rués dessus. C'est comme une sorte de virus qui se développe. Du style, tiens, peut-être qu'on pourrait trouver la même source de profit ailleurs et la refaire encore et encore. Aujourd'hui, la mairie d'Amsterdam reproche à la communauté de ne pas être assez inclusive et lui refuse un nouveau lieu. Membre fondateur de l'ADM, Berk se bat depuis 23 ans pour squatter en paix. Si tout le monde commençait à squatter, à aller en free party, à goûter à la liberté telle qu'on l'expérimente ici, le système entier s'effondrerait. Ils essayent de nous niquer, de nous faire disparaître, de dire qu'il n'y a pas d'alternative, parce que c'est ça qu'ils veulent. Il n'y a pas d'option, c'est la seule option. Tu peux juste payer 2,50 € pour une bière de merde dans une boîte de nuit pourrie. Et quand ce sera devenu une réalité, eh bien nous, on se cassera. On sera parti sur une autre planète, loin d'ici, dans un autre pays. On ne restera pas dans le coin. On sera toujours dans l'underground. Creuse un trou et tu nous trouveras. Ces 4 orphelins qui ne s'apitoient pas sur leur sort sont les héros de Little Zombies, un film de Makoto Nagahisa conçu comme un jeu vidéo avec ses niveaux à passer et ses méchants à semer. Sauf qu'ici, le but ultime n'est pas de délivrer une princesse, mais de retrouver des émotions dont ces 4 bambins sont totalement dépourvus. Dans mon enfance, tout comme le héros du film Ikari, mes parents travaillaient tous les deux. Dès mon réveil, jusqu'au moment où je me couchais, je passais essentiellement ma journée seule. Les gens me disaient souvent que je devais m'ennuyer. Mais j'appréciais vraiment ce moment. J'ai jamais ressenti l'ennui. Je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aimais passer du temps seul et le soir, je regardais mon reflet sur la vitre de la fenêtre. Et je m'entraînais à la pantomime. La solitude et la dépression des ados japonais sont au cœur des films de Makoto Nagahisa. Makoto grandit à Tokyo, délaissée par ses parents, chercheur en industrie plastique et rédactrice en chef d'un magazine. Enfant, Makoto se gave de mangas et de jeux vidéo. Adulte, il s'ennuie ferme pendant 12 ans en agence de pub avant de tout plaquer pour se lancer dans la réalisation de clips, comme ici pour le musicien Clitoric Reese. Dans son court-métrage And So We Put Goldfish in the Pool, grand prix du jury à Sundance en 2017, et inspiré d'un fait divers, une bande de filles décide de briser la routine en remplissant une piscine de poissons rouges. 14と15の間に新種の数字を発見するとか、服がたまたま信号機とか、トイレの天井にチワワの霊を見つけるとか、そういう奇跡がいくつか続いてやっと鍵が外れるハードモードのダンジョンなのだ。ダンジョンバカ野郎。J'ai souvent l'impression d'être regardé de partout, depuis plein d'angles différents. Même un verre d'eau me dévisagerait.
On retrouve ces différents points de vue dans mes films. Et ces regards sont comme s'il y avait un dieu dans chaque objet et que tous ces angles de caméra veillaient sur ces 4 enfants. Soutenus par une bande de sans-abri, les 4 orphelins de Little Zombies se réconcilient avec la vie en montant un groupe de J-pop. À l'hiver 2019, Makoto Nagaisa, âgé de 35 ans, sort de sa solitude tokyoïte pour rejoindre le festival Sundance aux États-Unis. Son premier long métrage y remporte le prix spécial du jury pour l'originalité. C'est pas volé. Du point de vue des adultes, les enfants n'ont pas d'âme. Ils errent comme des zombies. Mais pour les enfants, ces adultes qui regardent les écrans de leur smartphone sont aussi des zombies sans âme qui marchent sans but dans la vie. Ainsi, les adultes comme les enfants sont des zombies. En ce jour d'octobre 2014, à San Francisco, le public de ce meeting aérien joue sans le savoir les figurants d'un prank, une imposture, de l'artiste américain Pablo Rocha, destiné aux réseaux sociaux. Depuis 6 ans, les vidéos virales de ce Californien de 32 ans émoustillent les internautes. En tête de gondole du buzz, cette vidéo dont les pigeons en quête de reconversion sont les héros, avec à ce jour près de 12 millions de vues sur Twitter. J'essaie de détourner les moments ordinaires. C'est un peu agressif. Je prends les gens en otage en volant leur temps et en captant leur attention. Mais c'est en faisant quelque chose d'inattendu et dans le but d'obtenir une réaction. Le prank sur Internet, ça a commencé en 2002, par un jeu innocent qui demandait beaucoup de concentration, quand soudain... Les réactions des enfants face à ce Scary Maze Game sont les premiers pranks viraux. Une adaptation digitale d'une idée télévisuelle vieille de 80 ans, la caméra cachée. Aujourd'hui, la chaîne YouTube Jesse Wellens, spécialisée en pranks en tout genre, compte 2 milliards de vues. Ces blagues, parfois très cruelles, inspirent Pablo Rocha, surnommé le prankster de San Francisco. En 2014, le roi des coupes pendables réalise son premier prank contre la marque à la pomme. Pour Pablo, les meilleures blagues sont les plus longues. Il récidive avec ses stickers réalistes d'AirPods semés en ville. Puis, il parasite la campagne de pub en y accolant ses photos prises elles aussi au smartphone, mais qui font moins rêver. C'est plus facile pour moi de m'en prendre aux marques qu'aux individus, parce que j'ai l'impression que je ne blesse pas les gens. Dès sa sortie de l'école de graphisme de Rhode Island en 2011, Pablo Rocha s'amuse à glisser des pots de banane dans les réseaux sociaux. Arrosant Instagram de ce qu'il appelle ses hackings créatifs, il se fait bientôt repérer par les agences de pub. Des marques de luxe comme Balenciaga ou Hermès font alors appel à ses services pour animer leurs réseaux sociaux. Et Tinder l'embauche même pour diriger son laboratoire créatif. Ces stories qui n'auraient pas dû quitter le rectangle du smartphone sont aujourd'hui projetées sur grand écran dans le quartier de Shibuya à Tokyo. Mon père est psychologue et professeur, et ma mère est artiste, elle est peintre. J'ai puisé mon inspiration des deux côtés, artistique et psychologique.
comment les gens réagissent à quelque chose et comment faire quelque chose qui les fasse réagir. À Arles, l'artiste de 30 ans, Robin Lobvé, surfe sur la culture prank avec ses impostures visuelles. En résidence à la Fondation Ortiz, il a convié aujourd'hui un ami pour une séance photo démoniaque. Au programme, l'élaboration d'un satyre, cette créature de la mythologie grecque mi-homme, mi-bouc qui boit le vin au tonneau. Ouais, tu vois un truc vilain, bourré, agressif et lubrique. Ah, c'est pas mal. Et je pense que limite, je te calerais genre une bouteille de vin dans le front. Tu vois, une flûte qui sort du cul ou un truc comme ça. Imprégné de la culture Internet et de son flux d'images insolites décontextualisées, Robin Lobvé apporte sa pierre à l'édifice avec ses chimères. Son kiff donnait corps à ses visions absurdes ou déformées, créant ainsi une réalité trafiquée. Il y a un aspect de jeu, mais il n'y a pas un aspect où je vais me jouer de la personne qui va les regarder. Je pense qu'après, les gens peuvent y voir ce qu'ils veulent, et s'ils s'attendent à quelque chose et qu'ils ont l'impression de se faire piéger, c'est leur problème. Alors que les rencontres européennes de la photo tirent le rideau pour cause de Covid, Robin Lobvé expose avec son groupe Action Collective Temporaire à Arles. L'occasion de présenter sa version contemporaine du mythique centaure. Moi, je pense que s'il y avait des centaures aujourd'hui, j'aurais à peu près cette tronche-là, quoi. Parce que les centaures sont normalement représentés avec des arcs. Ils ont souvent, c'est quand même des créatures guerrières. Et du coup, je me suis dit que j'allais actualiser ça. Donc il y a un petit côté gang, quoi, un petit côté calache, semi-teinture, tatouage et Chico en argent, là, un petit grills des familles. Fils d'une secrétaire, Robin grandit dans la ZUP d'Épinal. Après un passage par Matsup, il intègre l'École nationale supérieure de photographie d'Arles, puis le Centre international de la photographie de New York. Aujourd'hui installé à Arles, il travaille comme retoucheur photo pour les marques de luxe et réalise ses œuvres dans le garage de sa maison. C'est là qu'il détricote les images pour leur donner un nouveau sens, comme ici avec Persée et sa gorgone, faite de bouts de corps humain. Pour moi, une bonne retouche, c'est devenu une retouche qui se voit. D'avoir en face de soi des images qu'on sait être des photos, du moins à la base. Donc il y a un truc de réalisme, de véracité qui est là. Mais en même temps, de voir que c'est un peu chibré et qu'il y a des trucs qui vont pas. Et du coup, dans le cerveau, tu peux pas t'empêcher de lire ça comme une photo, mais tu vois que ça, tu sais, que t'as des répétitions, que ça va pas. En 2020, il participe à l'exposition autour de la peinture flamande, l'adoration de l'agneau mystique, qui, pour cause de Covid, se transforme en événement en ligne. Robin crée alors ce film d'animation image par image qui propulse les grands maîtres flamands à l'ère de la fibre. Ça sert à rien de péter plus haut que son cul. Il y a un truc où, en fait, dans notre vie, on se fait chier. Tu vois, c'est pour ça que t'as ce truc de... Enfin, une espèce d'angoisse existentielle où, finalement, il y a plein de gens qui font des choses pour remplir leur vie. Moi, c'est pour ça que je fais des images. Sophie, notre reine soleil des reporters, a rendez-vous à Versailles, dans le potager du roi, rien que ça, avec une chorégraphe qui n'a qu'une obsession, envoyer bouler le plancher des vaches. Depuis 15 ans, Maria Donata d'Urso met les codes de son art sans dessus-dessous, en bousculant l'espace, histoire de ne plus avoir à poser les pieds sur terre. Dis donc, Maria, qu'est-ce que le sol a bien pu te faire pour qu'il se prenne un tel vent ?
Le sol d'un plateau est une mémoire de toute la tradition et j'essaie toujours d'être un peu en décalage, de réorienter le corps dansant sur scène et j'invente d'autres points d'appui. En 2005, avec Collection particulière, Maria Donata d'Urso commence à interroger les surfaces sur lesquelles elle danse. Utilisant 2 grandes tables translucides séparées par un espace vide, elle se sert alors d'un point d'appui pas commun, son sexe. Le sexe, en fait, sépare le corps en deux symétries. Sexe, ça veut dire séparation, en plus. Et donc, cette table cachait mon sexe, mais aussi faisait que mon sexe pouvait s'appuyer. Et de là, tout le reste était libre. Et les 2 qualités entre le haut et le bas sont très différentes. Donc, en bas, c'est suspendu parce que ça ne touche rien, mais ça va vers... Ça fait jouer la gravité comme poids, comme force, mais sans appui. Et en haut, pour rester en équilibre, il y a toute la force de l'appui. Et donc, c'est presque sublimé, cet appui. Née à Catane, en Sicile, la petite Maria Donata enfile le tutu dès ses 5 ans. Jeune adulte, elle suit les traces de son père en étudiant l'architecture à Rome, tout en continuant sa passion. Quand elle commence à imaginer ses propres chorégraphies, elle pense alors naturellement à créer les espaces qui vont avec. En 2011, avec Strata Due, Maria expérimente la tenségrité. Dans les années 50, l'architecte écologiste Richard Buckminster Fuller popularise cette faculté d'une structure à se stabiliser par le jeu des forces de tension et de compression. Si Maria a fait une croix sur l'architecture pour lui préférer la danse, elle s'inspire de Fuller ou des sculptures du vide de l'artiste américain Kenneth Snelson pour concevoir ses Mikado géants. C'était impossible de faire les 2. Je l'ai fait pendant une courte période, mais c'était impossible. Et du coup, j'ai mis de côté. Pour moi, je dois aller contre l'architecture qui représentait la staticité, les choses lourdes. Moi, je voulais le mouvement, la légèreté. À l'invitation du festival Plastique Danse Flore, qui se tient dans le potager du Roi, où réside l'École naturelle supérieure de paysage, Maria Donata d'Urso s'engage sur un nouveau terrain d'expérimentation, le vivant. Dans sa pièce Résidence en zone de timidité, elle s'acoquine avec des bactéries et des champignons qu'elle a cultivés elle-même lors d'une résidence artistique sur le site. La peau de kombucha et les grappes de pleurote ont un air de famille avec la chair et les organes humains. De quoi convaincre Maria d'en faire son partenaire de danse, un brin collant. J'aime bien les choses que je ne connais pas, même s'ils sont désagréables ou difficiles. Parce que je ne vous nie pas que faire pousser le kombucha, c'était pas boire un verre d'eau ou répéter 4 heures par jour. J'avais le corps qui était super petit. Après, il était super lourd. Donc, pour le déplacer, le bouger, Enfin, oui. Travailler avec le vivant, c'est pas arroser les plantes. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Retrouvez tous les reportages de Trax et davantage sur arte.tv et les réseaux sociaux. Voilà, Bobby génial.